Bonjour et merci d'être là. Moi, je voudrais, outre les questions qu'a posées le président, vous demander, de votre place d'universitaire, de chercheur, avec la connaissance que vous avez de l'histoire de l'organisation politico-administrative française, quelle perspective vous voyez dans les années futures pour la commune, dans les évolutions qu'on ressent, qui parfois sont un peu aussi suscitées par le législateur, encouragées par la volonté politique, de l'organisation du pays, de la représentation des citoyens au niveau le plus local. Comment vous imaginez que les choses vont être appelées à évoluer de façon plus ou moins naturelle dans une échelle de temps, je sais pas, de 10 ans, quoi. Très bien. Je vous remercie, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les députés. Je ne répondrai pas à l'ensemble des questions, car c'est quand même un spectre large et je ne les maîtrise pas tous. Et je pensais gentiment repasser le bébé à mon collègue Michel Verpeau, mais j'ai un certain nombre de réponses à apporter aux questions que vous m'avez posées. On va partir d'un constat, et je vais être un peu contradictoire initialement dans mes propos, mais vous verrez que tout se tient. Nous savons tous que le nombre de communes françaises, pour commencer par ça, est trop élevé, qu'il faut lutter contre l'émiettement communal et que l'exigence de proximité des Français en constitue un obstacle. J'ai moi-même pu dialoguer avec des habitants d'une commune qui devait passer de 1000 à 3000 habitants et il y avait une angoisse à l'idée d'une perte de proximité qui, lorsque j'en ai discuté avec eux, me semblait complètement excessive. Moi-même, je suis originaire du village de Ruy-Monceau, qui a à peine 4400 habitants, et je ne vois pas en quoi, à ce niveau-là, on peut avoir des problèmes de proximité. Je pense que les questions peuvent se poser pour des communes de montagne, pour des questions de densité, mais de façon générale, la proximité ne devrait pas être un obstacle. Néanmoins, je pense aujourd'hui que la recherche de rationalisation à tout prix est devenue dangereuse pour le bien-être de nos concitoyens et pour notre démocratie. Alors, j'ai deux moments historiques récents et un argument qui vont sous-tendre cette opinion et qui explique que je n'ai pas répondu à toutes les questions parce que finalement, je suis sur une idée qui fait qu'un certain nombre de questions tombent. Premier moment historique, avant les émeutes urbaines de 2005, je travaillais un peu avec la DATAR sur la politique de la ville et notamment sur les questions de lutte contre la délinquance. Et je pensais à l'époque, comme beaucoup, qu'il fallait une intercommunalisation de cette politique parce que la délinquance ne s'arrête pas à des frontières géographiques de communes. Et puis, les émeutes de 2005 ont éclaté et je me suis rendu compte que dans les rues, ce n'est pas les présidents d'intercommunalité qu'on trouvait qui sillonnaient le territoire, qui cherchaient à calmer les jeunes et qui cherchaient l'aide des maires, c'est bien les maires qui connaissaient extrêmement bien leur population et qui étaient prêtes à descendre dans la rue au milieu de la nuit. Donc ça, c'est un premier élément qui n'invalide surtout pas le mouvement de lutte contre l'émiettement communal, mais qui conduit à se rappeler que l'intercommunalisation du territoire doit rester logique, rationnelle, nécessaire, sans non plus dériver vers une doctrine, une bien-pensance, qui ne tient plus du tout compte de la réalité dans laquelle elle s'inscrit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le niveau intercommunal, il est devenu nécessaire par lui-même, c'est une évidence, il s'est auto-légitimé avec les années, alors que, je le rappelle, il était un palliatif au départ. Ensuite, là, on est plus sur l'argument que le moment économique, même s'il est né aussi de ces moments historiques particuliers. La crise économique, crise de la mondialisation, a conduit à un mal-être des Français, adhérant de plus en plus à des idées politiques de repli sur soi-même. Plus on impose l'ouverture et l'éloignement à une certaine frange de la population, et plus le repli est important. Et c'est à ce moment, je crois, que le discours de Geneviève Couby, une collègue dont je suis pourtant assez éloignée intellectuellement, qui présente la commune comme le repère psycho-affectif des Français, a commencé à me toucher. Il s'agit pour moi d'un argument fort pour demeurer raisonnable dans la recherche pourtant nécessaire, je l'avoue, de rationalisation des compétences et dans la recherche de taille critique, lequel, par ailleurs, moment a une résonance forte aujourd'hui avec les gilets jaunes, tout ce qu'on peut voir dans la rue.
quand le quotidien de tant de Français devient douloureux, quand la peur de l'avenir devient prépondérante, eh bien on ne touche qu'avec beaucoup de prudence au seul repère psycho-affectif institutionnel des Français qui demeure fort. Tous les autres repères institutionnels se sont un peu effondrés ces dernières années. Et à titre personnel, j'étais membre en tant qu'expert indépendant du comité sur l'avenir des communes au XXIe siècle de l'AMF. Et dans ce cadre-là, j'avais pu travailler avec Pascal Perrineau et j'avais pu constater par les études d'opinion qu'il analysait à quel point la commune restait vraiment la cellule de base de la démocratie et le maire demeurait le représentant élu qui concentrait le plus de confiance en dépit malgré tout d'une érosion lente. Et justement, ce deuxième temps a conforté cette constatation. En pleine crise des Gilets jaunes, les maires ont été les premiers à prendre la dimension du mouvement, alors qu'au début, on pouvait penser que c'était une grogne qui pouvait s'arrêter assez rapidement. Et dans le même temps, les sondages ont montré que si l'indice de confiance à l'égard de la représentation nationale était déprimé, 53% des Français faisaient encore confiance à leur conseil municipal et déjà plus que 43% à leur conseil départemental. Donc ça, pour moi, c'est une base de départ pour réfléchir à l'avenir dans la commune. Et d'une certaine façon, vous me disiez comment vous voyez la commune à l'avenir. Je pense qu'on va plutôt vers un retour de la commune après une phase d'intercommunalisation extrêmement rapide et violente. Alors, il résulte de tout ce que je viens de vous dire que notamment la proposition de loi à l'étude relative aux communes nouvelles et à la diversité des territoires revêt une importance bien plus grande qu'elle pourrait n'y paraître, et sûrement qu'un acte 3 de la décentralisation est nécessaire. Alors, j'aborderai la question de l'existence des communes en lien avec les communes nouvelles et l'intercommunalité prioritairement, et puis ensuite, j'aborderai un certain nombre de questions que vous m'avez posées. Je vais me permettre de vous dire que je suis un peu surpris de deux postulats que vous posez comme des choses d'ailleurs largement partagées, alors que comme tous les postulats qu'on pose comme ça, vous en conviendrez un peu contestable. D'abord le fait qu'il faut réduire le nombre de communes. Bon. Vous avez dit, c'était votre première phrase, on est tous d'accord qu'il faut réduire le nombre de communes. On est nombreux quand même à l'avoir, ça fait l'objet d'énormément de préoccupations. Moi je ne crois pas qu'on puisse, enfin moi en tout cas je ne me place pas dans les nombreuses personnes qui considèrent que c'est un postulat de départ et que ça doit être surtout une fin en soi. Je ne le crois pas du tout. Mais bon, tous les avis sont dans la nature, donc dont acte. Deuxièmement, vous dites l'intercommunalité n'a été créée que pour encourager les fusions de communes. Pas créée, mais suscitée ces dernières années. Moi, j'ai jamais perçu l'intercommunalité comme ça. L'intercommunalité peut engendrer par endroit la fusion de communes. Quand on regarde d'ailleurs le nombre de fusions de communes ou de communes nouvelles, c'est très peu, c'est infinitésimal par rapport au nombre d'intercos que nous avons sur le territoire national. Donc si ça avait été le but poursuivi, ce serait un échec d'ampleur nationale. Pour moi, ça n'était pas un objectif. L'objectif de l'interco était de faciliter la création de projets territoriaux avec une stratégie territoriale qui dépasse le niveau communal tout en conservant l'assise et la proximité. Donc moi j'ai un point de divergence avec vous sur la perception que j'ai du pourquoi l'interco et qu'est-ce que l'interco aujourd'hui. Et ça me conduit à deux questions par rapport à votre analyse de la proposition de loi que d'ailleurs nous n'avons pas encore débattue puisque son examen a été reporté de quelques semaines sur la commune-communauté. Sur un plan strictement administratif, juridique et législatif. Ce qui pose à mes yeux difficulté aujourd'hui dans cette proposition de loi, c'est qu'elle va engendrer la coexistence sur le territoire national de territoires où il y aura une collectivité de plein exercice au niveau local, qui est la commune, intégrée dans un espace qui n'est pas une collectivité de plein exercice, qui est le PCI, avec cet objet juridique nouveau qui serait la commune-communauté, puisque la proposition de loi telle qu'elle est rédigée permet la création de communes-communautés, mais n'oblige pas à la création de communes-communautés. Or, votre analyse telle que vous l'avez présentée me conduit à penser que vous souhaiteriez, vous, que l'on transforme par la loi toutes les communautés de communes, hormis les communautés urbaines et les communautés d'agglo, en communes-communautés. Non, elles seraient offertes de plein droit, c'est-à-dire que si elles le demandent, elles peuvent l'obtenir, mais ce n'est pas une obligation. Oui, donc a priori, bon, on ne peut pas spéculer sur le nombre de communes
communautés de communes qui se lanceraient dans la démarche, mais il y a fort à parier qu'elles seront peu nombreuses au début et que peut-être il y en aura quelques-unes par la suite. Donc on aura bien la coexistence de deux Comme avec les communes systèmes. nouvelles et les communes classiques. Sauf que les communes nouvelles sont, pour l'instant, obligées d'être dans un espace intercommunautaire. Oui, donc en fait, elles se retrouvent, elles ont l'appellation commune nouvelle, elles sont actuellement dans des mesures transitoires, mais elles se retrouvent finalement dans la situation de communes ordinaires. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure avec on parlait le PCI. Moi, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est quelle est votre vision, c'était ma première question, d'universitaire, de la coexistence sur le territoire national, indépendamment d'ailleurs des remarques que pourrait faire le Conseil constitutionnel, je n'en sais rien. Mais comment on va faire coexister des communes avec des espaces intercommunautaires et des communes-communautés qui finalement seront très différentes à la fois dans leur mode de fonctionnement et dans la façon dont elles seront représentatives d'un territoire. Première question. Deuxième question, ce qui n'est pas actuellement tranché ni tranchable au vu du contenu de la proposition de loi, c'est comment va-t-on procéder à l'affectation des moyens entre les communes qui resteront des communes normales au sens actuel du terme avec leur communauté de communes et les communes-communautés. Ni la question des dotations, ni la question de la fiscalité, ni la question des moyens juridiques mis à disposition de ces nouveaux outils d'organisation du territoire n'est proposé. Donc, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus ? Alors, d'abord, à propos de l'intercommunalité, avant de vous répondre à vos deux questions. L'intercommunalité, elle est née historiquement pour permettre un exercice en commun de compétences. Et donc, on est bien dans la mutualisation. Il y a eu un moment où on a beaucoup parlé, à la fin des années 80, début des années 90, du nombre excessif de communes françaises. On avait toujours ce rapport, le nombre de communes dans l'Union européenne, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, le nombre de communes françaises, ça ne peut plus durer. Et on a du coup, ça motivé une accélération, une amélioration, un approfondissement, notamment en 99, de ce régime. Et là, il y avait l'idée pendant un temps, mais qui n'était pas tenable, qu'effectivement, c'était un palliatif. Soit pour permettre peut-être un jour, c'est pour ça qu'on a inventé la logique de projet, soit pour permettre un jour d'avoir une telle identité, mais c'était fantasmatique, qu'on passerait effectivement à une fusion, soit tout simplement pour que sur des projets, sur quelque chose de fondamental, on lutte contre l'émiettement communal par le maintien de l'intercommunalité. Mais il est difficile de dire que l'intercommunalité, à un moment, pas historiquement, pas à sa création, ne s'est pas emballée pour lutter contre la difficulté liée à l'émiettement communal. Alors, la première question, du coup, je me souviens moins bien, c'était la coexistence sur le territoire de communes et de communautés. C'est-à-dire que vous posez la question à quelqu'un qui, depuis au moins une décennie, est assez favorable à la différenciation territoriale, au pragmatisme. Et je crois que l'égalité réelle est beaucoup plus importante que l'égalité abstraite. Décider qu'on a tous exactement la même carte n'est pas forcément souhaitable si les besoins sont différents sur le territoire. Si vous avez des communes qui sont prêtes à passer en commune nouvelle, parce que constituer une commune de 15 000 habitants avec un fonctionnement de proximité conservé malgré tout, pour elles, c'est beaucoup plus important que de passer, que de devoir continuer à survivre dans une interco. Non, mais ça je ne disconviens pas. Moi aussi, je suis favorable à la différenciation à telle enseigne que Alors, c'est juridiquement je suis en train, avec mon collègue Cazeneuve, de rédiger un rapport que nous revisitons là-dessus, donc absolument favorable. La question n'est pas là. C'est que, objectivement, dans le paysage administratif français, avoir deux structures d'administration locale différentes va poser des problèmes dont moi j'ai du mal à mesurer l'étendue. Je ne me suis pas suffisamment penché sur la question, mais pour ne prendre qu'un seul exemple, vous aurez la coexistence de maires et de maires présidents de communautés, puisque je ne sais même pas quel titre aura le président ou l'exécutif, le représentant de l'exécutif de la commune-communauté. Bon, il sera maire et président de communauté de communes. Bon. Si vous regardez le paysage départemental administratif, ce personnage-là, à supposer que dans un département rural comme le mien, il y en ait 3, va être perçu par les préfets, le président du conseil départemental, comme étant à mi-chemin entre le maire et le président d'interco. Comment va-t-on traiter, comment va-t-on mesurer
l'importance de la collectivité, comment les partenaires financiers, conseils départementaux, régionaux, qui ont construit des programmes d'accompagnement sur le fait que le portage en maîtrise d'ouvrage d'un projet soit plutôt intercommunautaire, plus que communal, etc., vont traiter la coexistence sur leur territoire de communes et de communes-communautés, etc. Il y a toute une série de questions. Je ne dis pas que ce sont C'est pas insurmontable, ce sont c'est pas du effectivement tout des insurmontable. adaptations. Je demande comment vous imaginez, vous, en tant qu'universitaire, cette coexistence. Il ne faut pas simplement dire c'est pas insurmontable, c'est la différenciation. Ça, c'est la réponse facile. Comment C'est on parce fait? que, comme on n'a pas encore assez avancé, j'arrive ici, je discute de simples hypothèses, on n'est pas encore arrivé à ce niveau de précision. Je comprends que vous, en tant que politique, vous y soyez à ce niveau de précision. Moi, j'en suis à imaginer des solutions qui sont ensuite à creuser. La métropole de Lyon, d'un coup, je n'ai pas l'impression que sur le territoire, le préfet et tous les acteurs, y compris financiers, se sont mis à se demander qui était ce président de la métropole qui n'était pas comme les autres. Par contre, vous devriez aller auditionner le président du conseil général départemental. Mais c'est bien, les tensions et les difficultés sont tout à fait normales. Non, mais simplement, si vous voulez, on est là pour essayer d'approfondir la réflexion. Tout à fait. On ne peut pas considérer à mes yeux que cette coexistence, c'est simplement quelque chose qui va aller de soi. Ça n'ira pas de soi. Mais là, on est plutôt sur du sociologique, alors que sur un plan juridique, vous pouvez tout simplement calibrer la dérogation au droit commun. Vous pouvez avoir un système d'indemnité qui ne donnera pas un statut particulier à ces présidents de communes. Je sais bien, mais c'est pour vous dire. Vous pouvez trouver, parce que vous me demandez de trouver des points d'application pratique et des points de tension pratique, juridiquement, vous pouvez décider que ce maire, ce président d'intercommunalité qui devrait s'appeler un maire quand même, c'est un président d'un maire de commune-communauté, c'est un maire qui a assimilé des fonctionnements aussi d'intercommunalité et qui doit être traité en tant que tel. J'ai plus de difficultés que vous, en dehors des termes sociologiques. Effectivement, le préfet, au départ, va regarder cet individu, il va se demander s'il est président d'intercommunalité, s'il est maire. Je n'ai pas l'impression, dans le contact que je peux en avoir, moi, avec ces institutions, que ce soit insurmontable, passer un temps d'adaptation. Et quant à l'autre question, non, évidemment, je n'ai jamais fait un calcul pour savoir financièrement les conséquences en termes de dotation, etc., sur ces pistes-là.